Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Florent Saffer qui va nous parler de son expérience avec le BioDixpert et plus la diététique comportementale. Donc Florian, je te laisse la parole. Bonjour à tout le monde. Très heureux d'être là pour parler un petit peu de ma petite expérience autour de l'utilisation de l'impédance-métrie, l'utilisation diététique. Moi, j'ai essayé d'un petit peu d'aborder ça peut-être sous un angle un petit peu large, cette histoire de mesure. Parce que l'histoire de la mesure, pour moi, c'est pas que de la technique, c'est qu'est-ce qu'on mesure, ça sera un peu notre fil conducteur. Qu'est-ce qu'on mesure et à quoi ça sert une mesure. Et je vais vous inviter peut-être à couper les micros qui viennent de se connecter. Il y a des personnes qui viennent de se connecter, vous savez, sur Zoom par défaut. Et en fait, ça fait vraiment beaucoup de... Je pense que c'est Yannick qui a son micro allumé. Voilà, merci Yannick. Merci Yannick. Donc voilà, ça va être un petit peu parler un petit peu de cette histoire de la mesure. Qu'est-ce qu'on mesure? Quelle est la limite de la mesure? Et surtout, j'aborderai aussi la relation qu'on a avec la mesure. Ça, à mon avis, ça me semble central parce qu'on le voit bien dans les problématiques de gestion du poids. Beaucoup de personnes n'ont pas de problème avec leur poids. Ils n'ont pas de problème de poids, ils ont des problèmes avec leur poids. Donc, c'est une question de relation avec la mesure. Et donc, on va pouvoir un peu travailler cette notion de relation à la mesure. Parce que moi, je pense que la fausse bonne idée, quand il y a un problème de relation à la mesure, j'ai un problème avec mon poids, il faudra arrêter de mesurer. C'est un petit peu comme si, en fait, un patient diabétique, il avait de l'anxiété à avoir son hémoglobine glyquée. Du coup, il fallait arrêter de lui faire des hémoglobines glyquées pour ne pas le stresser. En fait, ça me semble pas la bonne voie. Et donc, je vois un petit peu de tout ça. Ça va être assez large. J'espère pouvoir être synthétique et tenir une heure parce que, vous savez, ceux qui me connaissent savent que je suis très bavard et que je peux faire, quand quelque chose me passionne, je peux faire 2 heures sans m'arrêter. Donc, ça sera Salomé qui jouera la modératrice et qui me dira de temps en temps, tais-toi, on n'en peut plus. Donc, pour bien comprendre un petit peu mon parcours, moi, je fais ce métier depuis 2001 et je travaille principalement, j'ai travaillé la première partie de ma vie, en tout cas, en libéral. Aujourd'hui, j'ai toujours une activité libérale, mais qui me sert davantage, en fait, de laboratoire pour mon centre de formation. Donc, j'ai un centre de formation qui, depuis 10 ans, mais qui tourne, qui a vraiment été développé il y a 7 ans. Et on forme quelque chose comme 600 diététiciens par an. Donc, on a un très, très gros volume. Pensez bien, s'il vous plaît, à vos micros pour ceux qui viennent de se connecter. Ça va être vraiment très fatigant. Merci. Ouais. Je pense que tu as peut-être une option, Salomé, pour les... Ouais, je vais le faire manuellement. Ouais. Donc, moi, mon activité aujourd'hui, principalement, c'est de créer des formations innovantes et créer des formations en lien avec les conduites alimentaires. C'est principalement ça, mon activité. Et je garde quand même une activité de clinicien. Je garde une activité de clinicien avec maintenant une petite activité qui représente peut-être 80 patients par mois. Notamment avec une spécialité sur les troubles des conduites alimentaires. Mais je travaille aussi sur d'autres problématiques, y compris dans le sport de haut niveau. Et donc, pour bien comprendre un petit peu mon parcours, moi, quand j'ai commencé à travailler pour moi, notamment quand j'ai commencé à travailler en libéral, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros décalage, en fait, entre le métier que j'avais appris dans mes études et les attentes et la réalité du terrain. En fait, le métier de diététicien aujourd'hui dans l'enseignement n'est pas une formation de diététicien. Ça, c'est très important à comprendre. Le métier, on ne forme pas des diététiciens, on forme des nutritionnistes. Donc, tout simplement, c'est pas la même chose. Parce que la nutrition, c'est la science qui s'intéresse au fonctionnement, en fait, entre le lien entre la nourriture et le fonctionnement physiologique et la cellule. C'est ça la nutrition. Alors que la diététique, c'est pas du tout ça. La diététique, c'est pas une science, c'est une discipline qui n'a rien à voir avec la nutrition. La diététique, c'est la discipline qui fait le lien plutôt, qui ne s'intéresse pas à l'assiette, mais qui s'intéresse au mangeur.
Et ça, c'est un changement fondamental. C'est pas du tout la même chose. Donc en fait, on a fait des études, moi en tout cas, j'ai fait des études de mon BTS en diététique qui n'étaient pas de la diététique, qui étaient de la nutrition. Pour une raison qui est évidente, c'est qu'il n'y avait pas de cours de sciences humaines. Or, la diététique, par essence, est une science humaine, comme elle a été définie par les Grecs en tout cas. Et donc moi, j'arrive en 2005 et je commence à travailler pour moi et je prends conscience de ce décalage. Que, finalement, j'ai une connaissance technique du métier, je n'ai pas une connaissance humaine. Donc je suis un nutritionniste, mais je ne suis pas un diététicien. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, tous les diététiciens se revendiquent diététiciens. C'est, à mon avis, la plus grande aberration au monde, parce que c'est du réductionnisme. Parce que la diététique inclut en fait des connaissances en nutrition. Donc, quand on dit diététicien nutritionniste, on vient réduire un petit peu le métier de diététicien. Donc ça, c'est un petit aparté. En tout cas, j'arrive en 2005 et je commence à travailler pour moi. Et c'est assez violent parce que je me rends compte qu'en fait, je ne sais pas travailler avec des êtres humains. Je ne sais pas. On m'a appris des principes physiologiques, on m'a appris des principes de thermodynamie, comment les calories pouvaient fonctionner, comment les nutriments fonctionnaient. Mais on ne m'a pas appris à travailler avec de l'humain. Et ça, c'était hyper violent. C'était hyper violent. Et c'est pour moi ce que j'appelle une crise. Vous savez, les crises, il y a deux, soit on arrête, soit on se remet en question et on repart à zéro, quoi. Et c'est à cette époque, en fait, où j'ai commencé à me dire comment je vais pouvoir travailler avec des êtres humains. Comment ça marche, un être humain, et comment on va travailler avec un être humain. À cette époque, j'avais une de mes meilleures amies qui était psychiatre et qui m'a dit « Florian, moi, je serai toi. J'irai un peu me renseigner sur ce que elle faisait de la thérapie comportementale et cognitive. Si j'étais à ta place, j'irais me former un peu aux thérapies comportementales et cognitives parce que la nutrition, quelque part, c'est très comportemental et donc ça te donnera des billes. » Donc, à cette période-là, j'ai commencé, moi, à m'intéresser beaucoup à beaucoup de disciplines, notamment à la psychologie comportementale, mais aussi à la psychologie humaniste. Et en fait, j'ai pris la décision, là, à partir de cette année, c'était 2006, donc moi, j'ai pris la décision que 10% de ce que j'allais gagner allait servir à me former. Peu importe ce que je gagne, j'allais mettre 10% pour me former. Ah ouais. Donc, Non. je me suis formé de manière extrêmement importante depuis cette période-là, sachant que j'ai évalué il y a quelque temps mon budget formation depuis 2006 à 97 000 euros. Donc, c'est voilà, toutes les années, moi, je me forme. Et donc, du coup, je me suis formé principalement, en tout cas, beaucoup à la psychologie comportementale et cognitive, jusqu'à faire un diplôme d'université en 2008 en thérapie comportementale et cognitive, en TCC. Et là, je rencontre un cardiologue à la retraite qui s'appelle Jean Valty, et professeur Valty. Et lui, c'est un peu le père de la médecine comportementale en France. Et ensemble, en fait, on réfléchit à comment intégrer en fait des outils de thérapie comportementale et cognitive, de médecine comportementale quelque part, dans la prise en charge diététique. Ce qui n'avait pas été encore fait en Europe, ça n'existait pas en Europe à l'époque. Il y avait les Américains qui commençaient à travailler là-dessus, il y avait des choses qui étaient faites, mais nous, on a préféré en fait se dire on va repartir de zéro et on va essayer de voir comment on va pouvoir intégrer la psychologie comportementale, la science comportementale finalement au métier de diététicien. Et c'est là où finalement on a été obligé de réfléchir à des outils, de les construire. Et c'est là qu'est née quelque part la diététique comportementale. Hein. Ça, c'est en 2008 avec le travail que j'ai fait avec le professeur Valty. Donc, on a bossé pas mal. Et puis surtout, moi, j'avais l'avantage d'avoir des patients. Donc, je pouvais tester des outils, je pouvais expérimenter des choses. Puis, je pouvais bénéficier de l'expertise de gens qui me donnaient du feedback là-dessus. Donc là, c'est un peu comme ça qu'est née la diététique comportementale. Ça, c'est vraiment en 2008. Et puis, c'est une discipline, en fait, qui a intégré très, très rapidement d'autres champs, comme notamment la pleine conscience ou d'autres formes de thérapie comportementale, comme la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et puis du coup, c'est une discipline qui est en mouvement, c'est une discipline qui évolue, c'est une discipline qui bouge. Et peut-être ce qui caractérise le plus la diététique comportementale, en fait, c'est de placer vraiment, et ça fait le lien avec la vision grecque, en fait, de la diététique, parce que cette diététique, ça vient de l'Antiquité grecque. Hein. C'était en fait une discipline qui visait à mettre le corps en état d'harmonie, hein, par la nourriture, par la sexualité, par le mouvement, par la pratique, certaines pratiques alimentaires. Donc, c'est vraiment une discipline qui est centrée sur le patient. Et donc, ça va être un petit peu mon fil conducteur là pendant cette heure, c'est que finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est quelque chose qui s'appelle un patient. Et ce qui caractérise un patient, c'est qu'il a un corps.
et c'est que c'est du vivant. C'est du vivant, et d'ailleurs, pour moi, la diététique, c'est ça. C'est la discipline qui va aller harmoniser le vivant, qui va mettre le vivant en état vivant, qui va mettre de la vie dans le corps humain. D'ailleurs, ceux qui me connaissent savent très bien que je suis très dur, hein, envers ce que j'appelle les pratiques d'amaigrissologie. C'est-à-dire que vous savez, la diététique, elle a été pervertie. Ça, c'est à peu près, notamment en France, ça a commencé à devenir la merde dans les années 80, où on a arrêté de faire de la diététique, on a fait des régimes. Et on a commencé à laisser entendre que la diététique, ça servait finalement à mettre le corps dans un état de déséquilibre. La personne mange trop, il faut qu'elle mange moins et qu'elle enlève de la nourriture. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On fait de l'antidiététique. Parce que la diététique, elle vise à répondre aux besoins. Et puis du coup, ça a été à l'origine en fait de toute la maigrissologie, ce que j'ai appelé la maigrissologie, c'est d'utiliser en fait la nourriture pour essayer de contrôler le poids et de faire des restrictions. Et ce qu'on sait très clairement, c'est que quand on agit comme ça sur du vivant, quand on agit comme ça sur du vivant, quand on met de la restriction dans du vivant, en fait, ce vivant marche moins bien. Ce vivant, le corps marche moins bien, le corps se dérègle encore un peu plus, ce qui explique d'ailleurs les effets yo-yo et puis les perturbations du comportement alimentaire. Donc là, ça va être un peu notre fil conducteur, c'est cette histoire que ce qui nous intéresse finalement, c'est du vivant. C'est quelque chose qui est vivant et c'est quelque chose, ce vivant en fait, cette vitalité. Moi, j'aime bien parler de vitalité. Hein. Quand on a mangé, là, je sors de table, j'imagine que c'est peut-être aussi le cas pour certains. J'étais à table, j'ai mangé, en plus, j'ai partagé le repas avec mon fils et je me sens vivant à la fin du repas, je me sens nourri, il y a des émotions positives qui circulent, c'est du vivant. Ben, c'est ça la diététique. Et nous, notre objet de travail, c'est donc le vivant. Et donc, c'est comment ça se mesure aussi le vivant. Parce que pour s'assurer que le corps est en bon état, il faut le mesurer. Il faut faire des mesures. Donc ça va être toute une question, c'est comment ça se mesure le vivant. Comment on mesure le vivant et à quoi ça sert la mesure. Et moi, ça me passionne l'histoire de la mesure. Mesurer les choses, ça me passionne parce que je viens moi des sciences. J'ai aussi une de mes casquettes, c'est que j'ai un double master en sciences de l'éducation, donc un master en recherche et puis un master en professionnel en sciences de l'éducation. Et nous, en sciences de l'éducation, ça nous passionne l'histoire de faire des mesures. Et il n'y a qu'à voir comment les mesures, en fait, ça a été totalement perverti, en fait, pour mesurer les mesures, comment ça a été perverti. Il n'y a qu'à voir la première perversion de la mesure, et c'est ça qui va être intéressant à comprendre. La première perversion de la mesure, c'est la perversion des notes à l'école. Les notes ont perverti la mesure. Quand on utilise des notes à l'école, utiliser des notes à l'école, c'est une très bonne chose. Je vous expliquerai pourquoi c'est très important d'utiliser des notes. Comme c'est très important d'utiliser de la mesure avec passion, les notes à l'école, c'est une très bonne chose. Simplement, en fait, l'usage a été perverti et on en a déduit que les notes étaient des mauvaises choses et on se retrouve maintenant dans des écoles ou dans des collèges, il n'y a plus de notes et puis il y a des espèces de trucs où personne ne comprend plus rien. Des codes couleurs, des machins, c'est bleu, c'est vert, c'est A+, c'est un triangle, plus personne ne comprend rien. En fait, la note à l'école, c'est une petite parenthèse, mais la note à l'école, normalement, elle sert à mesurer quoi? Elle sert à mesurer où en est l'élève dans son cycle d'apprentissage. C'est uniquement du feedback individuel, la note. C'est du feedback individuel pour l'élève et ça sert à quoi, une note? À mettre en évidence les connaissances de l'élève pour mettre en évidence comment on va l'aider à progresser. Donc, ça n'a qu'une vertu individuelle. Mais qu'est-ce qu'on en a fait de la note à l'école? À votre avis, vous pouvez répondre dans l'onglet chat pour ceux qui sont sur Zoom. On en a fait un outil de classement. Et on en a fait un outil de comparaison entre les élèves. Il y a le premier de la classe, il y a le dernier de la classe, on a 14, mais le premier a 15, etc., etc. Et là, c'est une perversion totale, en fait, de la mesure. La mesure qui ne servait normalement qu'à m'identifier par rapport où en suis-je dans mon apprentissage pour pouvoir progresser. D'ailleurs, moi, c'est hyper intéressant. C'est quand moi, j'ai fait les sciences de l'éducation, nos enseignants, en fait, nous donnaient des notes individuelles, bien sûr, elles n'étaient pas partagées, ces notes, elles étaient individuelles, on nous donnait des notes qui n'étaient pas partagées, et ces notes nous donnaient des feedbacks sur nos apprentissages, et si on avait 15, le maître de conf nous disait, tu as eu 15, c'est du bon job, par contre, va lire tel auteur, et va lire tel auteur, retravaille ton truc, retravaille ton devoir, ça sera encore meilleur, et je te mettrai un 18. Et en fait, tant qu'on pouvait rendre le travail, autant de fois que nécessaire. C'est juste pour illustrer qu'en fait, une mesure, à quoi ça sert? La mesure, ça sert notamment à ne pas se comparer à une norme, mais se comparer envers soi.
Donc ça, c'est extrêmement important. En tout cas, c'est juste pour faire une petite parenthèse sur comment la mesure, en fait, a été pervertie. Et on en arrive à, à mon avis, des choses qui sont totalement déconnantes aujourd'hui dans le soin, où il ne faut plus mesurer. Il faut plus mesurer. Donc moi, je vois même cette espèce de tendance un peu qui est le poids, ça stresse les gens, il faut arrêter de peser les patients. Ce qui est, à mon avis, un non-sens total. Ce qui est, à mon avis, un non-sens total. Donc le vivant, pour moi, voilà, c'est ça. Le vivant, c'est quelque chose qui, quand un patient va vous voir, globalement, notre travail, c'est de l'aider à être encore plus vivant. C'est l'aider d'aller mieux, que son vivant soit encore plus harmonisé, qu'il y ait plus de vie dans le vivant. Voilà, c'est ça notre job. Et donc, comment on va pouvoir le mesurer? On va pouvoir utiliser, et c'est ça qu'à mon avis central, c'est on va pouvoir utiliser deux différents types de mesures. Et plus on aura de mesures, plus on aura de moyens de mesurer le vivant, mieux ça sera. Et une partie de ces mesures, elles sont subjectives. C'est du ressenti. On va beaucoup évaluer du ressenti en diététique comportementale. On va beaucoup se baser sur comment c'est quand on fait ça. Est-ce que ça nous rend plus vivants? Est-ce que ça crée plutôt des frustrations? Donc ça, c'est des choses... Tiens, vous êtes mis au sport et comment c'est dans votre corps maintenant que vous êtes mis au sport? Donc on va beaucoup s'intéresser finalement à la mesure. Et ça se mesure. Hein. Le subjectif, c'est de la mesure. On va beaucoup se baser sur des indicateurs quelque part non chiffrés ou qu'on pourrait éventuellement rendre chiffrés par des échelles. J'utilise particulièrement beaucoup les échelles de -10 à +10. Hein, pour mesurer la relation qu'on a avec la nourriture, -10 à +10. Donc -10, c'est la relation que j'ai avec la nourriture, c'est l'enfer, et +10, c'est la joie totale. Donc moi, j'utilise beaucoup des échelles, et quelque part, ces échelles elles mettent du chiffre, mais c'est des chiffres subjectifs. Ce qu'on mesure est du domaine du ressenti. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant de se baser uniquement sur du ressenti et de l'implicite? Parce que je crois que c'est la grande dérive aujourd'hui, c'est de se dire qu'il faut arrêter de mesurer les choses. On doit juste se baser sur comment se sent le patient. Le problème, c'est que le vivant, en fait, n'envoie pas toujours de l'information de dérégulation ou de régulation. Et donc, il va falloir aller le mesurer. Il va falloir aller le mesurer. Et moi, je suis plutôt partisan de beaucoup de mesures. Quand je reçois un patient, moi, je fais beaucoup de mesures. Donc, à la fois beaucoup de mesures, vous l'avez compris, du ressenti, etc., qui est quand même central dans nos approches. Mais je demande tout le temps des bilans biologiques avec l'index OMA pour mesurer l'insulinorésistance, le bilan thyroïdien, le bilan lipidique, etc. Moi, je demande beaucoup de mesures parce que ça va me permettre de voir un petit peu aussi comment le changement qu'on va mettre en place va aller créer cette harmonie dans le vivant biologique aussi, qui n'est peut-être pas perceptible par les sensations. Et c'est ça qui est, à mon avis, extrêmement intéressant aussi et c'est là que, quelque part, l'impédance-métrie prend sa place. Parce que cette impédance-métrie, elle n'aura pas pour vocation d'être la seule mesure. Elle ne va pas prendre la place de la mesure subjective. Un peu comme la balance, elle ne va pas prendre la place de la mesure subjective, parce que la balance ne vous dit jamais la relation que vous avez avec vous. Elle mesure votre masse. Quand vous vous pesez, vous mesurez votre masse, point barre. Et la balance, comme je dis souvent aux patients, n'indique pas comme la relation qu'on a avec notre image corporelle ou comment on se sent dans notre corps. La balance-métrie, c'est pareil, elle ne va pas mesurer la relation qu'on a avec notre image corporelle et la relation qu'on a avec notre corps, mais elle va nous donner de l'information sur comment réagit le vivant finalement au changement qu'on met en place. Et c'est ça, et du coup, on va vraiment multiplier les indicateurs. Et moi, j'aime bien toujours se dire, voyez, ça faisait sens pour vous de retrouver la santé. Et là, quand on regarde votre bilan impédance métrique, ça confirme que vous êtes en meilleure santé. Votre masse musculaire est plus élevée, vous avez un peu moins de masse grasse, etc. Et corrélé et associé aux autres indicateurs, notamment subjectifs de comment vous vous sentez, ça vient donner du poids. Donc c'est extrêmement important, je trouve, d'utiliser l'impédance métrie, notamment quand un patient est dans une logique de changement, dans une logique de santé. C'est à mon avis extrêmement important parce que c'est quand même de la mesure extrêmement pertinente. Donc moi, je suis plutôt partisan. J'utilise l'impédance métrie. Je crois que ça doit faire 15 ans presque que j'utilise de l'impédance métrie. J'en ai presque toujours utilisé. Beaucoup de produits de chez Biody. J'ai eu le tout premier BioZM là, qui est un espèce de truc super moche. Je sais pas. Je crois que vous avez un petit peu une sorte d'archive de vos trucs là.
et qui était super déjà, qui était super à la pointe pour mesurer effectivement ces mesures des différents compartiments corporels. Et là, aujourd'hui, moi, j'utilise le Bioidi Expert depuis pas mal d'années d'ailleurs. C'est vraiment pour moi un outil qui est super, super, super intéressant pour vraiment mesurer un petit peu comment en fait le patient comment son corps réagit, comment le vivant réagit au changement. Comment le vivant réagit au changement alimentaire, comment le vivant réagit au changement en termes d'activité physique, etc. Donc ça va être pour moi un des outils extrêmement importants, couplé aux autres outils, notamment à la biologie. Tout simplement, moi je fais beaucoup, beaucoup de biologie, je demande beaucoup, beaucoup de biologie, ce qui me permet en fait d'évaluer en fait, vraiment cette histoire du vivant. J'espère que je ne vous perds pas, j'espère que je garde... Je ne sais pas, Salomé, comment tu voyais les choses là, dans si toi, tu as des questions que tu aimerais poser pour recentrer un peu cet échange. Je ne sais pas si, pour l'instant, ça te semble clair. Non, ça me semble clair. Hein. Tu suis bien le plan que tu m'avais envoyé. C'est parfait, Florian, tu peux continuer. Je sais jamais les plans, j'essaie quand même un peu. J'essaie un petit peu. Ouais, c'est toujours moi, cette histoire du vivant en fait qui m'anime, quoi. C'est cette histoire du vivant. Finalement, moi, une impédance métrique qui s'améliore, mais un patient qui va moins bien en termes de ressenti, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, ça ne m'intéresse pas. Et c'est là une des limites de la mesure chiffrée, c'est que cette mesure, en fait, il faut toujours être très clair sur qu'est-ce qu'elle mesure. Qu'est-ce que ça mesure une mesure? C'est important. Qu'est-ce que ça mesure une mesure? À quoi ça sert de mesurer une mesure? Qu'est-ce qu'on mesure? Donc, c'est extrêmement important de se dire que cette mesure, elle a forcément des limites. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ça ne s'affichera jamais sur votre bilan d'impédance-métrie comment le patient se sent dans son corps. Vous pouvez faire tous les bilans d'impédance-métrie, ça ne dira jamais au patient comment il se sent dans son corps. Ça met des chiffres. C'est extrêmement important. C'est comme la balance. D'expliquer aux patients, de se dire, mais moi, je pèse beaucoup mes patients. Je les pèse. Parce que c'est un outil de mesure. Ce n'est pas parce que ça leur fait peur que je ne les pèse pas. Je les pèse. Mais c'est toujours d'être au clair. Qu'est-ce qu'on est en train de mesurer là? Je suis en train de mesurer votre masse. Et votre masse, pour moi, ce n'est pas le seul indicateur. Vous, ce que vous cherchez au fond, ce n'est pas de modifier votre masse. C'est généralement, qu'est-ce qu'ils cherchent les patients quand ils viennent consulter un diététicien? Ils cherchent globalement deux choses. Ils cherchent à rester en bonne santé et ils cherchent à se sentir bien dans leur peau. En gros, se sentir séduisant. Ce n'est pas un tabou. Pas un tabou du tout. Et là, la balance, elle ne le dira jamais, ça. Ni l'impédance métrie. Si on est séduisant, si on a une bonne relation. Par contre, voilà, c'est toujours être au clair, qu'est-ce qu'on est en train de mesurer. Qu'est-ce qu'on est en train de mesurer? Et je pense que l'impédance métrie est quand même un très très bon outil pour aller vraiment mesurer aussi les changements qui sont dus à la biologie, etc. C'est extrêmement important. Je pense à ce patient qui était au cabinet la semaine dernière, et puis ça fait 2 ans que je l'accompagne. Moi, je fais des accompagnements qui sont plutôt longs, généralement. Quand j'ai un patient, je l'ai en moyenne 9 fois. Et ce patient, ça fait 2 ans que je l'accompagne. Et vraiment, on a beaucoup travaillé, et ça, c'est l'essence même de mon travail, parce que c'est l'essence même du diététicien, c'est d'aider la personne à prendre soin d'elle dans sa manière de vivre, à mettre du soin. Moi, j'aime toujours dire, finalement, un des basculements, je trouve, important, c'est de passer de faire attention à porter de l'attention. Souvent, ils sont de faire attention. Ils sont d'en faire attention. Oui, faire attention, c'est quoi? C'est de rajouter encore des contraintes. C'est d'aller contraindre le vivant. Faire attention. Je fais attention à ma nourriture. C'est un peu comme, vous savez, se faire des efforts. Moi, j'y crois pas, par exemple, à la notion d'effort. Un truc, moi, je suis anti-effort. C'est comme faire attention, faire des efforts. Vous savez, les patients qui vous disent, pour l'instant, je tiens. Ben ouais, quand est-ce que vous lâchez? Prévenez-moi que je vous rattrape quand même. Ça va être... Donc souvent, en fait, qu'est-ce qu'ils font, les patients? Ils sont en train de mettre de la contrainte sur le vivant. Or, mettre de la contrainte sur le vivant, ça ne rend pas le vivant plus vivant. Ça rend le vivant plus fatigué, plus frustré, plus tendu, plus compulsif. Donc, il y a vraiment cette histoire que mon travail, et le travail du diététicien, c'est d'aider non pas à mettre de la contrainte, mais c'est d'aider à porter de l'attention et à prendre soin des besoins. Et donc, du coup, ce patient-là, pour en revenir à lui, parce que je peux très vite m'en éloigner, ça fait 2 ans que je l'accompagne et vraiment, on a mis ça au cœur du travail. Comment vous allez pouvoir prendre soin de vous, là, du vivant? Comment vous allez prendre soin du vivant en vous? Comment vous allez pouvoir le nourrir correctement? Comment vous allez pouvoir le faire bouger? Comment vous allez pouvoir l'assouplir? Comment vous allez pouvoir le reposer? Comment vous allez pouvoir le faire rire? C'est
extrêmement important de rire. Hein. Vous savez que par rapport aux années 50, on a perdu, par rapport aux années 50, on rigole 2 fois moins. C'est un drame. C'est un drame. Comment on va pouvoir reposer le vivant? On a perdu depuis les années 50 1h15 de sommeil. Vous vous rendez compte? Et donc là, c'est ce patient, quelque part, et ça c'est mon job, c'est de l'aider à être l'acteur de ça, aller quelque part s'occuper du vivant et de porter de l'attention au vivant. Et ce patient, il s'est pris en charge depuis 2 ans. Et on a remis, pour moi c'est ça, c'est remettre de la vie dans la vie. On a remis de la vie dans la vie. C'est surtout lui, moi je dis souvent que j'ai un job de feignant. Hein. Job de diététicien, il n'y a pas plus confortable hein, comme job. Hein. On aide le patient et c'est le patient qui bosse. On va chez le kiné, au moins le kiné il bosse un peu. Quoi. Diététicien, nous on bosse même pas, c'est quand même relativement cool. Donc le patient, lui, il a beaucoup bossé pour prendre soin de lui, pour s'occuper de lui, pour assouplir son corps, pour le remettre en mouvement, pour manger plus sainement. Et c'est hyper intéressant quand on regarde le bilan impédance métrique de pouvoir voir aussi que sa masse grasse elle a diminué, que sa masse musculaire a augmenté. Ça vient aussi confirmer presque, c'est des marqueurs, des indicateurs en fait de santé qui viennent renforcer aussi le sentiment subjectif d'avoir pris soin de lui. Pour moi, il n'y a jamais aucun problème. À quel moment ça devient en fait une perversion l'impédance métrique de ma perspective, c'est quand on utilise comme un outil qui mesure la relation qu'on a avec l'image corporelle. Et là, à mon avis, on est coincé. À mon avis, on est dans une impasse. Quand une personne a une problématique d'image corporelle et qu'on va commencer à mesurer, on va dire, ben, vous voyez bien, votre masse grasse, elle diminue, etc. Souvent, en fait, on fait quoi? On vient aggraver la problématique d'image corporelle. Parce que ça ne mesure pas ça, l'impédance métrique. Ça ne parle pas de relation à l'image corporelle. Ça ne parle pas comment on se sent dans sa peau. Si vous voulez vous sentir bien dans votre peau, c'est pas en maigrissant, c'est en développant de la souplesse, en mettant votre corps en mouvement, en le bichonnant. C'est comme ça qu'on développe une relation d'amour avec son corps. Donc ça peut être une des limites de l'impédance métrique. Si on commence à utiliser l'impédance métrique comme un outil qui permettrait de mesurer la relation qu'on a avec l'image corporelle, ouais, c'est ce que font les amaigrissologues. Les amaigrissologues adorent l'impédance métrique. Vous avez dans les Diète Plus, les machins, les Natura House et tous les trucs d'amaigrissologie, ils adorent l'impédance métrique, mais ils l'utilisent du coup comme un outil qui mesure un petit peu, qui serait comme un indicateur d'amélioration de l'image corporelle. Et là, à mon avis, on est coincé, on le voit bien qu'on est coincé, parce que qu'est-ce qui se passe chez ces gens qui sont déjà dans des problématiques d'image corporelle? On les rend anxieux avec la mesure. Parce que la mesure, en fait, elle conditionne comment ils se sentent. Donc ça, à mon avis, c'est une dérive en fait, de la mesure chiffrée. C'est que si la mesure chiffrée, elle sert à mesurer la relation qu'on a avec notre image corporelle, on est coincé. En tout cas, c'est l'expérience que j'en fais. Quoi. Si elle sert à mesurer, par exemple, l'état de santé, si elle sert à mesurer, d'où l'importance d'être au départ, très très tôt, en fait, dans le travail, au clair sur qu'est-ce qu'on mesure et à quoi ça sert la mesure. Moi, je l'explique, hein, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je pèse un patient, c'est un outil qui ne mesure pas la relation qu'il a avec son image corporelle. Ça ne nous donne aucune information sur la relation qu'il a avec son image corporelle. J'ai fait un petit sondage hier sur Facebook là, pour un peu imaginer, pour savoir à peu près le pourcentage de patients qui viennent pour perdre du poids qui ont des problématiques d'image corporelle. Bah, ce qui est ressorti, c'est que chez les diététiciens, en tout cas, c'est au moins 50% des patients qui viennent consulter pour le poids ont des problématiques d'image corporelle significatives. Donc là, si on utilise la mesure pour mesurer ça, non. Il faut utiliser pour l'image corporelle, il va falloir utiliser d'autres indicateurs qui sont des indicateurs notamment davantage subjectifs, c'est la relation qu'on a avec son image. C'est comment on se sent vivant en nous, ça ne se mesure pas par des chiffres. Par contre, si on veut mesurer des indicateurs de santé, ouais, la mesure impédance métrique, elle est vraiment géniale. Tout comme la biologie est géniale. Tout comme la biologie est formidable. Donc là, c'est pour moi une des dérives de la mesure, c'est que si on utilise la mesure pour essayer de normer, en fait, comme un indicateur de bien-être corporel, on est coincé. On est vraiment coincé. C'est les dérives qu'on voit dans le sport de haut niveau. C'est les dérives qui m'ont poussé, moi, à quitter le sport de haut niveau en tant que professionnel. C'est qu'on a commencé maintenant à mettre des normes dans le sport de haut niveau, notamment, moi, j'ai beaucoup travaillé dans le monde de rugby, où l'ailier doit avoir 10% de masse grasse, tel poste doit avoir tel pourcentage de masse grasse, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On perd en fait la caractéristique individuelle du vivant, c'est que le vivant ne peut pas se comparer aux autres vivants, il ne peut se comparer qu'à lui-même. Et donc on se retrouve avec maintenant des joueurs de rugby, un sport qui était censé être un sport de convivialité, où on en a 10% qui ont des TCA sévères. Et je vous parle de ça il y a 10 ans, aujourd'hui c'est certainement beaucoup plus que ça dans le sport, dans le rugby de haut niveau. Dans les centres de formation du joueur de rugby, maintenant, un joueur de rugby, on leur fait des mesures de masse grasse et ils doivent rentrer dans des normes. Et c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça fait, ça, cette dérive de la mesure?
qu'est-ce que ça fait dans le sport de haut niveau? Ça fait deux choses. Dans les centres de formation, les jeunes joueurs de rugby qui rentrent dans les centres de formation, ils font deux choses pour pouvoir se conformer à la mesure. Des TCA, avec des TCA notamment restrictifs, parce qu'ils essaient, notamment c'est le joueur de rugby qui a un peu de masse grasse, en trop, et qui doit rentrer dans une norme, et il fait quoi? Il se restreint. Et puis il y a celui qui n'a pas assez de masse musculaire. Il est très maigre, très athlétique, mais très maigre, et lui doit ressortir avec beaucoup de masse musculaire, parce qu'il faut être dans une norme, et vous savez ce qu'il fait? Il se dope. Et c'est les deux faces de la même pièce. Le dopage et les TCA dans le sport, c'est exactement la même chose. Ce qui explique que dans les centres de formation aujourd'hui, vous avez 50% des joueurs qui ont des conduites pro-dopantes et vous en avez au moins 20% qui ont des troubles des conduites alimentaires. Et ça, pour moi, c'est une des dérives de la mesure. Donc si la mesure, elle sert à me comparer moi, c'est de se dire ce joueur de rugby, il rentre à telle masse grasse, il prend en charge, il fait des entraînements adaptés, il se nourrit sainement, il voit sa masse grasse qui diminue, sa masse musculaire qui monte, c'est génial. On fait une comparaison d'un point, voilà, de la comparaison chez un même individu pour voir son évolution, c'est super. Si on essaie d'utiliser de la mesure pour le faire rentrer dans une norme, là, on est coincé. Alors, je n'ai pas pris le temps de lire un petit peu les petites questions qu'il y avait. Bon, comment utilises-tu du coup la comparaison des indicateurs normes santé dans les mesures faites chez nos patients? Je les utilise pas. La comparaison aux normes santé, je ne les utilise pas, ça ne me sert pas. Ça ne me sert pas. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est plutôt de pouvoir voir l'évolution du patient. C'est plutôt comme ça que je vais utiliser la mesure. C'est plutôt comment, en fait, le changement va impacter le vivant, y compris. C'est extrêmement intéressant de faire des mesures à différents moments et de se dire, bah, vous voyez, là, ça se mesure. Moi, j'aimerais qu'on puisse mesurer encore plus de choses, qu'on puisse même mesurer. Là, ça coûte cher, mais moi, je suis plutôt même un partisan d'aller mesurer, par exemple, l'évolution du stress oxydatif, d'aller mesurer des choses très pointues en biologie. Hein. Donc, moi, je suis plutôt un partisan de plus il y a de mesures, mieux c'est. Plus il y a de mesures, mieux c'est. D'aller même mesurer la qualité du microbiote, ça c'est vraiment un truc moi, qui me passionne, le microbiote. Là, je fais un DU sur ce thème-là. Ça c'est hors de prix, mais ça serait un truc formidable pour dire j'ai changé ma nourriture et ça se mesure, mon microbiote, ça se mesure. Il a plus de diversité, il est davantage abiotique. Donc ça, pour moi, c'est vraiment hyper important, la mesure. Après, si c'est vraiment pour faire comme des nazis, avec toutes les dérives dont je vous ai parlé, là, on est de nouveau coincé. Ouais, ça donne un point de départ. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire cette mesure, voilà, elle n'a de sens, la mesure impédance métrique, que si on la couple au vivant à des indicateurs subjectifs du vivant, notamment le sentiment de vitalité, le sentiment de bien-être. Et en fait, la diététique est devenue une espèce de énième façon de se mettre de la contrainte. Moi, je suis plutôt un partisan de se foutre la paix et de prendre soin de soi. C'est-à-dire, si le changement diététique, c'est encore mettre de la contrainte, on est coincé, quoi. On est coincé. Il y a même maintenant, on est même dans l'ère où tout est perverti. Moi, je suis instructeur de méditation en pleine conscience. Et maintenant, j'en arrive même à voir que la pleine conscience est utilisée pour encore se faire encore plus chier. C'est encore se mettre des contraintes encore en plus. Il y a un patient, il n'y a pas longtemps, il dit « Ouais, mais je suis allé voir un diète qui fait de la pleine conscience, machin et tout. Mais c'est dur de faire de la pleine conscience. » Ok. Donc, il était juste en train de me dire qu'il n'était pas en train de prendre soin de lui. Là. Il était encore en train de se donner une contrainte. Il disait « Ouais, c'est dur d'être attentif. » Non, c'est pas ça. C'est un petit peu comme si on disait « Faire l'amour en pleine conscience, c'est contraignant. » Non, c'est jamais contraignant, par exemple, de porter de l'attention au vivant en soi, d'y répondre, d'être attentif et d'être attentionné. Ça demande de l'attention plus que de l'énergie. Donc, c'est important, c'est de se dire l'impédance métrie, elle n'aura de sens que si aussi on a des indicateurs subjectifs que la personne se sent de mieux en mieux, qu'elle se sent de plus en plus vivante, qu'elle se sent de plus en plus nourrie. Hein. Ça, c'est l'ensemble des mesures qui nous parlent. Les mesures est à mettre en parallèle des symptômes et ressentis, me semble, ouais, dans une certaine mesure, oui, bien sûr. Bien sûr. Disons que l'avantage de la mesure, c'est qu'en fait, elle va pouvoir aussi mettre en évidence des choses qui ne sont pas perceptibles par l'expérience phénoménologique, par l'expérience directe du corps. Donc, c'est un peu aussi les dérives, c'est-à-dire, comme je l'évoquais,
le mauvais usage de la mesure est une dérive terrible, comme le non-usage de la mesure est une dérive terrible. Donc, parce que tout simplement, d'une manière phénoménologique, c'est-à-dire par les perceptions corporelles, nous ne sommes pas capables de savoir tout ce qui se passe dans notre corps. Nous pouvons savoir, par exemple, moi je manque de sommeil, je peux le savoir là, par mes perceptions, si je me centre sur moi, je peux voir que je manque de sommeil. Il n'y a pas de problème. J'ai une douleur un peu au genou en ce moment, ça je peux le voir. Par contre, ma glycémie, mon insulinémie, mon cholestérol, ça je ne peux pas le mesurer. Je ne peux pas le savoir comme ça. Tiens, ma masse grasse, est-ce qu'elle a évolué depuis que cette année de confinement où j'ai fait beaucoup de... Je travaille plus qu'en visio. Avant, je me déplaçais dans tous les sens pour donner des formations. Maintenant, je donne des formations de chez moi. Est-ce que ça a impacté ma masse grasse? Et ben ça, c'est intéressant d'aller vérifier parce que la conscience du corps ne permet pas d'avoir accès à ces informations-là. D'où l'importance d'aller mesurer le corps. Alors après, ouais, il y a ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, c'est quand on mesure le corps chez un certain nombre de personnes, ça va générer de l'anxiété. Ça va générer de l'anxiété. Et c'est un peu comme, vous savez, les personnes qui sont obsédées par la balance et qui sont tout le temps dessus. Donc en fait, elles sont dans une relation anxieuse avec la balance. Et donc du coup, dès qu'elles mangent, elles vont vérifier leur poids en espérant être soulagées. Donc quand elles sont soulagées, elles se sentent moins mal. Elles vont pas bien, mais elles se sentent moins mal. Puis quand le poids a monté, elles se sentent très mal. Donc en fait, elles alternent entre soulagement, se sentir moins mal, et anxiété. Et on peut se dire, bah, c'est une mauvaise chose de faire ça. Je suis totalement d'accord. C'est une relation qui est problématique. Et l'autre facette de ça, c'est de faire de l'évitement de la balance. Vu que la balance, ça me rend anxieux, je ne me pèse pas. Et c'est exactement la même chose. Je suis encore esclave de ça. La balance, ça me rend anxieux, donc je ne me pèse pas. Donc je suis encore en relation, je suis encore dans une relation d'esclavage par rapport à la balance. Donc nous, on va beaucoup aussi travailler en fait aussi sur ça, c'est un autre aspect, mais sur quelque part les émotions que ça génère de se peser. Hein, ça, c'est encore un autre aspect, mais c'est extrêmement important de faire travailler. C'est un petit peu ouais, c'est le lien que je faisais avec l'hémoglobine glyquée. Si vous avez un patient qui a un diabète mal équilibré et que ça le stresse de voir que son diabète est mal équilibré, on ne va pas arrêter de lui faire des glyquées. Parce que ça, quand même, ça sert à mesurer quelque chose, ça sert à mesurer son état de santé. Donc c'est exactement la même chose chez un patient. On ne va pas arrêter de le peser, surtout s'il y a une pertinence médicale à le faire. Si ça le stresse, on va juste tout simplement travailler aussi les émotions qu'il y a autour du poids pour pouvoir les rendre plus tolérables. Toutes les valeurs de l'impédance METS sont-elles toutes aussi importantes les unes que les autres? Non, moi je n'utilise pas tout. J'ai plutôt un usage assez minimaliste en fait de l'impédance métrie. J'ai plutôt un usage minimaliste, notamment sur la masse maigre et puis la masse grasse. Hein, après, la technologie, c'est toujours important aussi. Moi, j'ai pas d'action. J'ai pas d'action chez Biodi Expert. J'ai pas de. Peut-être que. Voilà, j'ai pas d'action. En tout cas, j'ai toujours utilisé les produits. J'ai toujours utilisé le Biodi Expert depuis pas mal d'années parce qu'en fait, c'est aussi la précision de la mesure. C'est d'utiliser de la multifréquence, ça nous permet aussi d'avoir des mesures fiables sur cette histoire de masse grasse, alors que les monofréquences, en fait, elles vont extrapoler les données par rapport à la composition en eau du patient. Donc, on a quelque chose qui est pas très fiable. C'est un petit peu comme en labo, si on avait fait une hémoglobine glyquée, si la méthode n'était pas fiable et que ça varie tout le temps, c'est pas une bonne chose. Donc, c'est plutôt la fiabilité de la mesure qui m'intéresse. Moi, j'ai plutôt un usage assez minimaliste. Je regarde plutôt la masse grasse, la masse musculaire, c'est à peu près tout. Oui, est-ce que je travaille l'acceptation des émotions avec l'acte? Oui, bien sûr. Bien sûr, on me pose la question, est-ce que sur cette histoire que le patient, les émotions induites par la pesée, oui, bien sûr, ça c'est vraiment mon job du quotidien, c'est de travailler sur l'acceptation des émotions, ce qui passe beaucoup par les normaliser, les émotions aussi. Bien sûr. Est-ce que, je ne sais pas, Salomé, si toi tu as
des points sur lesquels tu aimerais que j'insiste ou si habituellement tu prends des questions dans ces moments-là, sur ce dernier quart d'heure? Oui, sur le dernier quart d'heure, généralement, c'est une session questions-réponses. Donc, soit vous pouvez allumer vos micros donc, pour poser les questions, soit vous pouvez les poser dans le chat. Alors, je vais regarder aussi sur Facebook s'il y a des questions, parce que comme nous sommes en direct. Ouais, n'hésite pas. En tout cas, moi, ce que je voulais, c'est de vous faire une présentation qui était peut-être un peu atypique, en fait, de cette histoire de la mesure. C'était de te présenter ça de manière atypique et peut-être un peu assez cohérente avec ma manière de bosser, quoi. Mais c'est parfait. Ouais. En fait, je crois que beaucoup de. Stéphanie, je te remercie, qui me dit le discours, il fait plaisir à entendre, et que les diététiciens sont restrictifs, psychorigides. Je crois qu'en fait, souvent, c'est aussi. Ils font comme ils peuvent. Ils font comme ils peuvent parce que ce que je vois, c'est que dans les diététiciens, par exemple, qui sont encore dans les pratiques d'amaigrissologie, en fait, ils ne s'y retrouvent pas en termes de valeur. Ils ne s'y retrouvent pas. C'est juste qu'ils ne voient pas trop comment ils pourraient faire autrement. Donc moi, je ne suis jamais trop jugeant, en fait, sur les collègues qui sont un peu maladroits, qui sont encore dans la migrissologie. Je ne suis pas jugeant là-dessus. Et je suis plutôt même plein d'espoir, parce que ce que je vois, c'est que maintenant, moi, je fais partie presque des vieux dans le métier, parce qu'à 40 ans, on fait presque partie des vieux dans ce job. C'est que les diététiciens que je vois aujourd'hui, les jeunes, les générations de Salomé et compagnie, hein, ça leur parle presque tout ce que je raconte. Alors que moi, en 2005, quand j'ai commencé à travailler un peu comme ça, c'était marginal. On avait des insultes de certains collègues, etc. Aujourd'hui, je vois quand même qu'il y a une vraie ouverture. Et moi, je suis plutôt optimiste sur l'évolution du métier, très, très optimiste. Et je ne suis pas dur envers les collègues qui ont du mal. Je pense juste qu'en fait, certains savent pas faire autrement et ne s'y retrouvent pas en plus. Donc, je suis plutôt comme compatissant même envers eux. En fait, l'histoire de mesurer, pas mesurer, l'alliance, etc. En fait, moi, j'ai jamais de règles. J'ai jamais de règles dans mes consultations. Et moi, je me base beaucoup sur effectivement la qualité de la relation et et l'intelligence contextuelle relationnelle. Donc, c'est-à-dire, je me base un peu sur ce qu'il y a et ce que je sens dans la relation. Et effectivement, j'ai pas de règles. J'ai jamais de règles comme il faudrait faire ça à la première séance, il faut pas faire ça à la première séance, c'est bien ou c'est mal. Ça m'intéresse très peu. C'est surtout de regarder un petit peu ce qui me semble juste dans le contexte. Florian, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, oui, les diététiciens sont démunis, ceux qui ne sont pas encore formés à l'acte, à la pleine conscience, au comportement, voilà, s'attarder sur le comportement alimentaire. Ils sont démunis parce que, bon, moi qui suis formée, j'ai suivi une de tes formations d'ailleurs à Lyon. C'était sur l'acte, la bienveillance. Et en fait, ça revient tout le temps, c'est-à-dire que comme on est abreuvé sans arrêt de tout ce que tu citais là, avec les comme j'aime et ceci et cela, enfin bref. Du coup, ils ont deux discours complètement différents. Quand nous, diététiciens, on est formés à d'autres approches plus comportementales, et bien, du coup, il y a, voilà, certains vont adhérer, bien sûr, bon, c'est la règle, hein, je dirais, et puis d'autres non. Mais on a du mal, voilà, à les amener vers ça, bien qu'en ayant, voilà, un discours, en expliquant les choses. Donc, ça se fait au fur et à mesure, en fait. Tu parles plutôt des collègues ou des patients, Nadine, quand ils disent On a les deux, en fait, les collègues, comme je crois qu'une des intervenantes parlait de la difficulté, et toi tu disais de la difficulté pour certains diététiciens, parce que l'intervenante disait qu'il y avait une rigidité de certains diététiciens, et toi tu expliquais que justement, voilà, tu portais pas forcément de jugement parce qu'ils ne peuvent pas souvent faire autrement, et même en faisant autrement, en voulant faire autrement, parfois on se heurte parce que justement le discours sur la diététique à visée plutôt comportementale et en essayant voilà de faire des consultations pour traiter le comportement alimentaire, eh bien les patients ne sont pas encore habitués à cette démarche-là. Donc oui, je te rejoins complètement quand tu dis qu'on est de plus en plus formés et à cela. Maintenant, il faut que les mentalités elles évoluent.
Et je disais par rapport aux pubs, on n'est pas vraiment aidé parce que oui, tous ces amaigrissologues, comme tu les appelles, voilà, ils fourmillent et ça nous complique, nous, diététiciens, comportementalistes, ça nous complique la tâche. Donc En voilà. fait, Bon. merci. Ce qui me vient, en fait, c'est que c'est pas des nouvelles approches. En fait, c'est quand l'approche de centrer sur le corps, de répondre au corps et de mettre le vivant dans du vivant, en fait, c'est l'essence de la diététique comme elle a été définie par les Grecs. Entièrement En d'accord. fait, c'est pas une évolution, c'est un retour au métier. En fait, c'est simplement, Oui. quand on dit c'est la nouvelle diététique, mais moi, ça me fait marrer. Il y a une collègue sur Instagram qui dit, ouais, la nouvelle diététique, c'est ça. Bah, la nouvelle diététique, elle date de l'Antiquité. Hein. C'est Elle a simplement toujours été. on de faire de la Oui. diététique. Donc en fait, presque, c'est même presque l'approche que je défends, en fait, c'est presque en fait une sorte d'évidence, c'est presque une sorte de logique, c'est de se dire la diététique par essence, c'est mettre le corps en état d'équilibre, point barre. Et bien, ce qui me vient, c'est que justement, moi, ce que je vois dans ma pratique, c'est que ça répond à une vraie demande. Alors moi, aujourd'hui, j'ai plus qu'une activité de labo, comme j'expliquais, j'ai mes 80 patients par mois, mais j'ai à peu près 6 mois d'attente. Les gens qui veulent travailler avec moi, c'est des listes d'attente de 6 mois. Et quand je recevais 150 patients ou quand je consultais plus, on était sur 3-4 mois d'attente. C'est-à-dire, et pourtant, je suis dans une petite ville avec des patients qui étaient prêts à venir de Valence, de Genève, de Grenoble. Moi, je suis à Bourgoin-Jallieu, c'est une toute petite ville. Et ben, il y a une vraie attente. Pourquoi? Parce que les diététiciens n'ont rien à gagner à faire de la maigrissologie parce que la maigrissologie, il y a déjà énormément de gens qui en font. Par contre, si on fait de la diététique, comme un petit peu centré sur le corps, la diététique qui est centrée sur l'humain, sur de remettre le mouvement de vie, ben ça, il n'y en a pas beaucoup qui en font. Donc, quand on commence à faire ça, en fait, on n'a pas de concurrence. Donc, moi, c'est ce que j'explique. Il n'y a pas longtemps, j'ai un voisin qui me dit, ah, bah, c'est de la concurrence pour toi, les Nature House et Diète Plus. Absolument pas. C'est pas du tout de la concurrence pour moi. Je ne fais pas le même truc qu'eux. Je fais pas le même truc moi. D'ailleurs, c'est pas du tout de la concurrence parce que les patients, ils choisissent pas. Quelqu'un qui veut prendre soin de son alimentation, il va pas aller chez Diète Plus ou machin truc, où il va y aller, il va faire l'expérience que c'est pas prendre soin de lui. C'est tout. Donc, je pense que le métier a gagné et que c'est même un bon business, quoi, de faire du bon travail. Moi, je suis plutôt dans mon état d'esprit, dans ma façon de penser les choses, plutôt pragmatique, assez décomplexé. Et je crois que les diététiciens qui travaillent avec leur cœur et qui mettent leur tripes et qui font ce type d'approche, qui n'ont rien de nouvelle finalement, ben en fait, ça marche bien financièrement parce que ça répond à une vraie attente, ça répond à quelque chose qui. C'est ce qu'attendent les gens. Les gens, ils n'attendent pas de souffrir plus, ils n'attendent pas d'en baver, ils attendent qu'on les aide à se sentir plus vivantes, de renouer avec ça. Donc, moi, je suis persuadé que c'est plutôt un bon. C'est plutôt intéressant pour remplir sa patientèle. Est-ce qu'il y a d'autres questions là sur Alors, il y en a plusieurs dans le chat. Je ne sais pas si tu les as vus. Alors, les trucs d'hydratation et tout, en fait, moi, ça ne m'intéresse pas de mesurer l'hydratation parce qu'en fait, l'hydratation, c'est une donnée qui est trop fluctuante. Parce qu'il suffit que j'urine, je bois, je transpire, etc. Donc, typiquement, c'est une mesure fluctuante du corps et qui, pour moi, n'a pas une très, très grande pertinence, qui peut peut-être juste des fois mettre en évidence quand un patient est déshydraté, leur amener un peu à ces sensations, dire, bah, vous voyez, c'est probable que vous soyez un peu fatigué, que vous ayez un peu mal à la tête. Mais ça ne m'intéresse pas parce que ça ne mesure pas du changement, l'hydratation. Vu que l'hydratation, c'est tout le temps en mouvement, il y a de l'eau qui rentre et de l'eau qui sort, c'est un mauvais indicateur de changement pour ça. Moi, j'ai un usage assez minimaliste, en fait, un peu densmétrie. Regardez comment la masse grasse va, comment la masse musculaire va et comment tout ça évolue dans le temps. Alors, ce que je n'ai pas évoqué ici dans la mesure, une des très mauvais usages de la mesure, c'est l'absence de temporalité. C'est-à-dire, quand on s'occupe du vivant, s'occuper d'aller remettre son corps en mouvement, s'occuper de bien le nourrir, les mouvements dans le corps vont se produire sur des échelles de 4, 5, 6, 7 mois. Donc, on est tout le temps en train de mesurer un patient tout le temps, qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose de contre. C'est pas logique. Hein. Vous savez que, par exemple, si vous voulez gérer votre poids, il y a deux options. La restriction et s'occuper du système, pour faire simple.
La restriction, c'est 2 kilos par mois. S'occuper du système, c'est 5% de son poids par année. Globalement, hein. C'est ce que j'explique aux patients. Globalement, si vous avez une perte de poids de 5% de votre poids dans l'année, good job. Et donc, si on est tout le temps en train de mesurer, si on est tout le temps en train de faire des mesures, qu'est-ce qu'on fait? On a un problème de temporalité. Donc, c'est extrêmement important aussi de parler de temporalité. Je suis tout le temps dans la temporalité, c'est de se dire, bah ouais, qu'est-ce qu'on mesure? Si on mesure en fait voilà, la maigrissologie, ça fait de la dénutrition, quoi. Les gens qui perdent 2 kilos par mois, 24 kilos par an, c'est de la dénutrition. Moi, j'ai un de mes gamins qui perd 2 kilos en un mois, je l'amène direct aux urgences, hein. Je le dis tout de suite, hein. Un de mes gamins qui perd 2 kilos en un mois, on dirait, un copain, un médecin généraliste, il me dit, ouais, mais moi, je dis à mes patients de prendre leur temps, que 2 kilos par mois, c'est très bien. Mais c'est ce que je lui ai répondu. Moi, j'ai un de mes gamins qui perd 2 kilos par mois, je l'amène direct aux urgences. Ça s'appelle de la dénutrition, perdre 2 kilos par mois. Donc, quand on remet le vivant en mouvement, ce n'est pas 2 kilos par mois qu'on va perdre. La masse grasse, elle ne va pas chuter. Elle va évoluer sur des espaces de 6 mois, 1 an. Donc, si on est tout le temps en train de mesurer, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on n'a rien compris à la mesure. On n'a rien compris à ce qu'on est en train de faire. Et du coup, on induit chez le patient qu'il y a un problème. C'est-à-dire, on arrive avec des patients qui disent « J'ai pas perdu de poids depuis la dernière fois qu'on s'est vu ». Il y a un problème de temporalité. Et que le vivant ne marche pas comme ça. Le vivant ne s'évalue pas tous les mois. Donc après, là, pour aussi parler d'impédance-métrie, des fois, je vais rester 3 mois sans faire de mesure. Parce qu'il n'y aura aucun intérêt à aller faire une mesure chez quelqu'un qui commence à manger mieux et qui fait de l'activité physique, parce qu'on ne va rien mesurer, tout simplement, parce que ça sera beaucoup trop tôt. Par contre, je ferai une mesure le mois suivant, pour regarder un peu la tendance. Donc, il y a toujours cette histoire de temporalité avec la mesure. C'est un peu pareil avec la glyquée, hein, on voit bien. Hein. Une glyquée, des fois, quelqu'un qui a une glyquée à 9, peut-être que pour l'amener à avoir une glyquée à 7, il va peut-être falloir prendre une année. Hein. Donc, si on ne va pas faire des glyquées toutes les semaines. D'ailleurs, on fait des glyquées tous les 3 mois, ça c'est un bon repère. Ouais, après, ouais, c'est ça, c'est de se dire, ouais, Valérie qui nous évoque, moi je suis plutôt un partisan d'avoir un ensemble de mesures à la fois chiffrées, à la fois subjectives, qui évaluent le ressenti. Et c'est que c'est un coût, ouais, c'est sûr. C'est un coût, et on arrive de plus en plus dans un système à 2 vitesses. L'avantage de l'impédance-métrie, c'est que finalement, c'est pas très onéreux. C'est pas très onéreux parce que pour une somme qui est finalement vite amortie pour un professionnel. C'est pas du gros matos. Soit, je vois, moi, par exemple, les ostéos, pas les ostéos, les podologues et tout, quand ils achètent du matos, ils doivent des tapis, des caméras, des machins, ils mettent 50 000 € quoi, de matos quand ils s'installent. Nous, je sais pas combien ça coûte un biodie expert, je sais pas, ça coûte 1000 balles, un truc comme ça, un peu moins que ça. Ouais. C'est pas grand-chose, quoi. C'est vite amorti pour nous, ça nous permet de faire des mesures qui ne viennent pas, du coup, alourdir financièrement le patient. Ça, c'est un des avantages de l'impédance-métrie, c'est le coût qui est très bas, quoi. Alors, on va se dire, oui, c'est sûr, 3 000 €, c'est un peu cher, etc. Ouais, mais si on regarde un petit peu, voilà, faut comparer aussi. C'est-à-dire, un artisan qui achète sa camionnette, il met 15 000 € dans sa camionnette, il ne va pas dire c'est cher, c'est son outil de travail, quoi. Je pense qu'il ne faut pas faire d'économie sur nos outils de travail. Moi, c'est un peu ma philosophie. J'ai jamais fait d'économie sur mes outils de travail, j'ai jamais fait d'économie sur me former. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour me former. J'achète toujours, voilà, je fais jamais d'économie, moi, sur mes outils de travail. Je pense que c'est intéressant, du coup, de se dire, l'impédance-métrie, quelque part, ça fait pas un surcoût pour le patient, quoi. C'est sûr que si on lui fait un test de son microbiote, qu'il y en a pour 300 €, c'est pas la même chose, quoi. Et on arrive, c'est vrai, de plus en plus, si on veut faire de la biologie précise, on arrive de plus en plus à un système à 2 vitesses. Certainement ce que tu constates aussi, Valérie, hein, qui nous a fait cette remarque. Plus de questions. Donc, il est 14 h. Merci beaucoup, Florian, pour ce webinaire très intéressant. On était plus de 100 sur Facebook aussi. Donc, 150 participants, c'est génial. Donc, le replay sera disponible sur notre page Facebook eBiodie à partir de maintenant. Un grand merci pour l'invitation, puis un grand merci à tous. Merci à toi, hein, c'était génial. Nous écouter, parce que j'imagine que ça fait sens pour eux. Donc, bravo à tout le monde pour tout ça, et prenez bien soin de vous. On a parlé du vivant et comment on peut en prendre soin. Regardez, moi, ce que je vous invite, c'est regarder comment vous allez pouvoir être un peu égoïste et prendre soin de vous, quoi.
Pour moi, c'est ça devenir égoïste, c'est tourner un peu le regard vers soi et vers nos besoins. Merci beaucoup, Florian. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir.